Allez, on voulait revenir sur cette info, d'autant qu'elle nous concerne tous, puisqu'il s'agit des stations-service, de l'essence et du plein de sa voiture. Shell serait sur le point de se désengager de son réseau français de 85 stations-service. Déjà, dans le contexte actuel, c'est une information qui est quand même assez intéressante, mais elle vient s'ajouter à un mouvement qui a commencé maintenant depuis plusieurs années, le désengagement des géants pétroliers étrangers de la France, avec des conséquences qui sont pour le coup très concrètes pour nous Français et pour le pays. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grasse, un directeur de la rédaction de Boursorama. Je le disais, Shell prépare à plier bagages. Oui. La question, c'est quand ? C'est dans pas très longtemps, ça pourrait arriver d'ici l'année prochaine. C'est une information qui a été sortie par les Échos il y a à peu près une semaine de ça. Vous l'avez dit, un parc d'à peu près 80 stations-service, c'est pas énorme en termes d'emploi, on pourrait s'inquiéter aussi des répercussions sociales, mais là c'est quoi, 30-40 emplois visiblement sur les 300 que compte le groupe en France. Ce qu'il faut savoir aussi sur ce système, c'est qu'en fait, il ne détient pas les stations en propre, il a des contrats, tout simplement, notamment avec les gestionnaires autoroutiers comme Vinci. En fait, vous savez, ça arrive avec un certain nombre de services, la vente de carburant, l'approvisionnement des boutiques, etc., plus quelques services annexes, contre une rémunération. Donc c'est là-dessus, effectivement, que Shell se désengage. On pourrait s'arrêter là, sauf que Shell n'est pas la première majeure pétrolière étrangère à quitter la France. Oui, et l'exemple le plus notable est celui qui a peut-être été le plus visible, j'ai envie de dire, notamment par les automobilistes parisiens, franciliens, c'était BP, puisque BP a quitté la France en 2024. Pareil, sur le même principe, c'était un contrat à chaque fois qui est lié au groupe Eurogarage, qui n'a pas été reconduit. Donc, ça a été repris par ExxonMobil à l'époque, en 2024, sous la marque Esso. Attention, il faut suivre parce qu'il y a les marques et il y a les groupes qui sont derrière les marques, donc ExxonMobil. Il y avait à l'époque 250 stations, il y a 2 tiers qui ont été à peu près conservés, il y en a un tiers qui a été fermé, notamment, je le disais, en région parisienne à Paris. Et puis finalement, fin 2025, donc pas beaucoup de temps après, ExxonMobil décide à son tour de se désengager du marché français. Et c'est le Canadien North Atlantic qui rachète Esso France, notamment avec des activités chimiques et puis aussi une raffinerie qu'il détient sur le site de Gravenchon. Donc voilà, c'est intéressant de noter que les stations-service en elles-mêmes ne disparaissent pas, elles changent de main derrière, mais on change aussi un petit peu de modèle, c'est-à-dire qu'on passe d'un modèle où il y a un acteur intégré qui maîtrise tout depuis l'exploration jusqu'à la production, jusqu'à la distribution, à un modèle qui est un petit peu plus fragmenté aujourd'hui. Donc pourquoi finalement ces grands groupes étrangers se désintéressent comme ça du marché hexagonal ? Qu'est-ce qui leur plaît pas ? Ce qui leur plaît pas, ce qui est souvent avancé, c'est l'intérêt limité, pas assez de rentabilité, notamment de la France par rapport à certains des autres pays européens, un recentrage parfois stratégique sur ces groupes vers d'autres priorités, qu'elles soient sectorielles ou géographiques. C'est intéressant de regarder, David, le marché des stations-service. Vous savez comment il a évolué en France en 20 ans ? Moi non plus, je ne le savais pas, j'ai été obligé de creuser. Savez-vous qu'on est passé de à peu près 80 000 stations-service dans les années 80. C'est 12 000 ou 10 000 aujourd'hui. Oui, c'est ça. C'est-à-dire 10 000. Enfin, je n'avais pas les 80 000. Oui. C'était 75 000, c'est ça. Ah. C'est-à-dire qu'en gros, entre 80 et 2010, vous avez un parc de stations-service qui a été divisé par 4, alors que vous avez un parc automobile français qui a presque doublé. Donc je vous l'ai dit, à chaque fois, on parle de la faible marge. Le fait aussi qu'est arrivé sur le marché français la concurrence des grandes et moyennes surfaces. On vend aussi aujourd'hui beaucoup plus d'essence en grande surface, exactement. Et puis, pas mal d'autres choses, finalement, les politiques d'urbanisme de la ville, le coût du foncier, quelquefois avoir une petite station-service en cœur de ville, si vous avez 2 pompes, ça coûte très cher et ça rapporte pas grand-chose, ce qu'on disait finalement sur la rentabilité. Et aujourd'hui, le profil type d'une station-service en France, c'est plutôt une station-service qui va se trouver en grande et moyenne surface, et c'est plutôt une grosse station-service, c'est-à-dire une station-service qui a beaucoup de débit. On en revient à ce qu'on dit, la petite pompe que vous avez sur le côté de la rue, ça n'intéresse plus beaucoup, et c'est aussi ce qui explique ce phénomène de fond. Et voilà, on fera un peu plus de kilomètres pour faire son plein d'essence et trouver une station-service. En même temps, on transitionne vers l'électrique, les voitures électriques. Est-ce que c'est si grave que ça d'avoir un maillage et beaucoup moins de stations-service et avec moins d'acteurs pétroliers c'est la question qu'on pourrait se poser. On l'a vu, d'autant plus que, on sait que le pétrole est une commodité, il va continuer à circuler. Les stations-service, on voit quand même que leur nombre se raréfie malgré tout. Et puis surtout, c'est la nature des acteurs qui opèrent qui est quand même intéressante. Effectivement, on l'a dit, quand un géant pétrolier, une majeure pétrolière opère, même si c'est par contrat
des stations-service, elle s'engage à les approvisionner en pétrole. C'est quand même un fait intéressant. Ça ne veut pas dire que demain on va être en pénurie, mais ça veut dire que dans les priorités, dans l'ordre des priorités, dans votre capacité à peser, c'est peut-être un petit peu moins évident que quand vous avez des acteurs intégrés qui opèrent directement sur votre sol. On le voit qu'au moment, depuis le déclenchement de la guerre en Iran, il y a eu des clauses de force majeure qui ont été parfois levées par les pétroliers pour prioriser certains marchés au détriment d'autres. On voit aussi que ça peut être une arme de négociation puisque l'Europe en ce moment est en train de réfléchir à durcir les normes sur le gaz, ce qui ne plaît pas aux majors pétrolières américaines qui pourraient leur dire bah, écoutez, nous, si vous êtes vraiment trop contraignants au niveau de la réglementation sur le gaz, on pourrait arbitrer défavorablement également nos exportations d'hydrocarbures. Donc, encore une fois, on n'est pas sûr, on ne va pas se retrouver demain en pénurie de pétrole ou autre, mais on voit bien que notre capacité à peser dans un contexte de marché globalisé diminue peut-être. J'ose ce parallèle peut-être un peu excessif, mais c'est un peu la même chose sur le prix des médicaments. En fait, vous voyez, la France est souvent la moins bien traitée parce qu'elle paye moins cher les médicaments, et dans ces cas-là, elle les a plus tard. On peut imaginer quelque chose d'un petit peu similaire sur le pétrole, finalement. Est-ce qu'on finit là-dessus, tout ça fait ou pas les affaires de Total Energy? Est-ce que ça fait les affaires de Total Energy? Ça, c'est une bonne question. Je pense aussi le sujet, c'est finalement, dans ce débat, au-delà du débat du prix, qu'est-ce que ça nous dit de l'intérêt, et je pense que c'est ça en fait, d'avoir une major pétrolière française. Ce qui est finalement assez peu évoqué, parce qu'effectivement, on est à fond dans ce pays dans les injonctions contradictoires. C'est-à-dire que d'un côté, on veut maîtriser les prix, on veut taxer les super profits, on veut que les Français ne payent pas leur échéance trop cher, mais on veut qu'ils transitionnent à l'électrique. Et puis, voilà. Donc en gros, non mais c'est un truc assez incroyable. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vu que le seul acteur qui était quand même finalement capable d'avoir un effet à grande échelle sur les prix, c'est Total Energy. C'est-à-dire qu'il a les prix plafonnés dans les stations-service. Il y a 3300 stations-service Total aujourd'hui en France, ce qui est quand même un réseau assez dense. Et finalement, de conserver sous les couleurs tricolores un acteur qui est présent sur toute la chaîne de valeur, ça a un intérêt stratégique, ça a un intérêt économique, et au moment où on parle de souveraineté dans plein de domaines au niveau européen, je pense que c'est un aspect du débat qu'on ne met pas assez souvent en avant, de dire que oui, au-delà des prix, c'est quand même hyper important de conserver un acteur intégré, une major pétrolière française, quand on est dans un contexte de tension comme celui-là, et on a vu que, a priori... C'est pas le cas dans tous les pays. C'est pas le cas dans tous les pays, et c'est parti pour durer. Donc voilà. L'explication signée Laurent Grassin, directeur de la rédaction de Boursorama. Merci Laurent. Merci David.